Bonjour à tous et bienvenue sur Livre ésotérique ancien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la lecture de Jolivet Castello, Comment on devient alchimiste. Là nous allons voir la deuxième partie du chapitre 3. Donc pour ceux qui nous retrouvent un petit peu par hasard, je vous encourage à aller voir la première lecture du livre au début de la playlist, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Voilà, ceci étant dit, on va enchaîner directement. Et j'espère que l'aspect de la pièce vous gêne pas trop. C'est vrai que c'est une pièce qui résonne un peu. J'ai essayé d'améliorer un petit peu, mais c'est pas évident. Alors, voici où nous en étions. Nous étions à catéchisme ou introduction pour le grade d'adepte ou apprenti philosophe, sublime et inconnu. Là, on va avoir ici un dialogue, comme on a déjà eu, avec réponse et la demande. D. Donc, on commence. Quelle est la première étude d'un philosophe ? Réponse, c'est la recherche des opérations de la nature. Quel est le terme de la nature ? Dieu, comme il en est le principe. Ensuite, d'où proviennent les choses ? De la seule et unique nature. En combien de régions la nature est-elle divisée ? En 4 principales. Quelles sont-elles ? Le sec, l'humide, le chaud, le froid, qui sont les 4 qualités élémentaires d'où toute chose dérive. Ensuite, en quoi se change la nature ? En mâle et en femelle. Ah, ben voilà, il suffit que je lise et puis ça y est. Le chat montre sa petite tête. On va voir s'il va monter sur le bureau, ça je ne sais pas. À quoi est-elle comparée ? Au mercure. Quelle idée me donneriez-vous de la nature ? Elle n'est point visible, quoiqu'elle agisse visiblement, car ce n'est que... Ah ben ça y est. Elle n'est point visible, quoiqu'elle agisse visiblement, car ce n'est qu'un esprit volatile qui fait son office dans les corps, et qui est animé par l'esprit universel, que nous connaissons en maçonnerie vulgaire, sous le respectable emblème de l'étoile flamboyante. Esprit universel, étoile flamboyante, chez les maçons. Que représente-t-elle positivement ? Le souffle divin, le feu central et universel qui vivifie tout ce qui existe. Quelles qualités doivent avoir les scrutateurs de la nature ? Ils doivent être tels que la nature elle-même, c'est-à-dire vrais, simples, patients et constants. Ce sont les caractères essentiels qui distinguent les bons maçons, et lorsque l'on inspire déjà ces sentiments aux candidats dans les premières initiations, on les prépare d'avance à l'acquis des qualités nécessaires pour la classe philosophique. Bon. On fera d'autres livres maçonniques aussi sur la chaîne, mais là on est bien d'accord qu'il s'agit de l'alchimie. Après c'est vrai que je vous rappelle qu'à l'époque les ordres étaient un peu mélangés, pas mélangés, mais ils étaient un peu équilibrés entre eux, voilà. Aujourd'hui c'est vrai qu'on parle plus de la maçonnerie que des autres ordres. D. Donc quelle attention doivent-ils avoir ensuite ? R. Les philosophes doivent considérer exactement si ce qu'ils se proposent est selon la nature, s'il est possible et faisable, car s'ils veulent faire quelque chose comme le fait la nature, ils doivent la suivre en tout point. D. Quelle route faudrait-il tenir pour opérer quelque chose de plus excellent que la nature ne l'a fait ? Réponse. On doit regarder en quoi et par quoi elle s'améliore. Et on trouvera que c'est toujours avec son semblable. Par exemple, si l'on veut étendre la vertu intrinsèque de quelque métal plus outre que la nature, il faut alors saisir la nature métallique elle-même, et savoir distinguer le mâle et la femelle en la dite nature. D. Où contient-elle ses semences ? Réponse, donc dans les 4 éléments. Avec quoi le philosophe peut-il produire quelque chose ? Avec le germe de la dite chose qui en est l'élixir ou la quintessence beaucoup meilleure et plus utile à l'artiste que la nature même. Ainsi, d'abord que le philosophe aura obtenu cette semence ou ce germe, la nature pour le seconder sera prête à faire son devoir. Qu'est-ce que le germe ou la semence de chaque chose ? C'est la plus accomplie et la plus parfaite décoction et digestion de la chose même, ou plutôt c'est le baume du soufre qui est la même chose que l'humide radical dans tous les métaux. Qui engendre cette semence ou ce germe ?
les 4 éléments par la volonté de l'être suprême et l'imagination de la nature. Comment opèrent les 4 éléments? Par un mouvement infatigable et continu, chacun d'eux selon sa qualité, jetant leur semence au centre de la terre, où elle est recuite et digérée, ensuite repoussée au dehors par les lois du mouvement. Qu'entendent les philosophes par le centre de la terre? Un certain lieu vide qu'ils conçoivent, et où rien ne peut reposer. Alors c'est bien reposer. Alors attention, c'est écrit un petit peu à l'ancienne, donc c'est peut-être reposer aussi, à voir. Où les 4 éléments jettent-ils et reposent-ils donc leur qualité ou semence? Dans l'ex-centre, où la marge et circonférence du centre, qui, après qu'il en a pris une due portion, rejette le surplus au dehors, d'où se forment les excréments, les scories, les feux et même les pierres de la nature, de cette pierre brute, emblème du premier état maçonnique. Expliquez-moi cette doctrine par un exemple. Soit donné une table bien unie, et sur icelle, donc je ne sais pas si c'est pas ficelle, mais en son milieu, dûment assis et posé un vase quelconque rempli d'eau. Que dans son contour, on place ensuite plusieurs choses de diverses couleurs, entre autres qu'il y ait particulièrement du sel, en observant que chacune de ces choses soit bien divisée et mise séparément, puis après que l'on verse l'eau au milieu, on la verra couler de çà et là. Ce petit ruisseau venant à rencontrer la couleur rouge prendra la teinte rouge. L'autre, passant par le sel, contractera la salaison. Car il est certain que l'eau ne change point les lieux, mais la diversité des lieux change la nature de l'eau. C'est un peu la même chose avec les cristaux. Oui, les minéraux dans la terre, c'est un petit peu ça. Vous avez quelque chose qui démarre, et parce que ça va croiser le chemin d'une autre matière, ça va changer de couleur ou d'état. C'est complètement ça. Car il est certain donc que l'eau ne change point les lieux, mais la diversité des lieux change la nature de l'eau. De même, la semence jetée par les 4 éléments au centre de la terre contracte différentes modifications parce qu'elle passe par différents lieux, rameaux, canaux ou conduits. En sorte que chaque chose naît selon la diversité des lieux et la semence de la chose, parvenant à tel endroit, on rencontre la terre et l'eau pure. Il en résultera une chose pure, ainsi du contraire. Comment et en quelle façon les éléments engendrent-ils cette semence? Pour bien comprendre cette doctrine, il faut noter que 2 éléments sont graves et pesants, et les 2 autres légers, 2 secs et 2 humides. Toutefois, l'un extrêmement sec et l'autre extrêmement humide, et en outre sont masculins et féminins. Donc sont C-O-N-T, les amis. Or, chacun d'eux est très prompt à produire choses semblables à soi et en sa sphère. Ces 4 éléments ne reposent jamais, mais ils agissent continuellement l'un et l'autre, et chacun pousse de soi et par soi ce qu'il a de plus subtil. Ils ont leur rendez-vous général au centre, et dans ce centre même de l'archer, ce serviteur de la nature, ou venant à y mêler leurs semences, il les agite et les jette ensuite dehors. On pourra voir ce procédé de la nature et le connaître beaucoup plus distinctement dans les grades sublimes qui suivent celui-ci. Quelle est la vraie... Alors, on revient sur une question. Quelle est la vraie et première matière des métaux? La première matière, proprement dite, est de double essence, ou double par elle-même. Néanmoins, l'une, sans le concours de l'autre, ne crée point un métal. La première et la principale est une humidité de l'air, mêlée avec un air chaud, en forme d'une eau grasse, adhérente à chaque chose pure, pour pure ou impure qu'elle soit. Question. Comment les philosophes ont-ils nommé cette humidité? Réponse, Mercure. Autre question, par qui est-il gouverné? Par les rayons du soleil et de la lune. Quelle est la seconde matière?
C'est la chaleur de la terre, c'est-à-dire une chaleur sèche que les philosophes appellent soufre. Autre question, tout le corps de la matière se convertit-il en semence? Non, mais seulement la 800e partie qui repose au centre du même corps, ainsi que l'on peut le voir dans l'exemple d'un grain de froment. De quoi sert le corps de la matière relativement à la semence? Pour la préserver de toute excessive chaleur, froideur, humidité ou sécheresse et généralement toute intempérie nuisible contre lesquelles la matière lui sert d'enveloppe. L'artiste qui prétendrait réduire tout le corps de la matière en semence, en supposant qu'il pût y réussir, y trouverait-il en effet quelques avantages? Alors je traduis en direct parce que c'est trouverait-il, vous voyez, prétendrait-il, enfin c'est... Bon après c'est très léger. Réponse, aucun. Au contraire, son travail alors deviendrait absolument inutile, parce que l'on ne peut rien faire de bien sitôt que l'on s'écarte du procédé de la nature. Autre question, que faut-il donc qu'il fasse? Il faut qu'il dégage la matière de toutes les impuretés, car il n'y a point de métal si pur qu'il soit, qui n'ait ces impuretés l'un toutefois plus ou moins que l'autre. L'un toutefois plus ou moins que l'autre. Question, comment figurons-nous dans la maçonnerie la nécessité absolue et préparatoire de cette dépuration ou purification? Réponse. Lors de la première initiation du candidat au grade d'apprenti, quand on le dépouille de tous métaux et minéraux, et que, de toute façon décente, on lui ôte une partie de ses vêtements, ce qui est analogue aux superfluidités, surfaces ou scories dont il faut dépouiller la matière pour trouver la semence. À quoi le philosophe doit-il faire le plus d'attention? Réponse, au point de la nature, et ce point, il ne doit pas le chercher dans les métaux vulgaires, parce qu'étant déjà sorti des mains de la formatrice, il n'est plus en eux. Question complémentaire, quelle en est la raison précise? C'est parce que les métaux du vulgaire, principalement l'or, sont absolument morts, au lieu que les nôtres, au contraire, sont absolument vifs et ont un esprit. Question, quelle est la vie des métaux? Réponse, elle n'est autre chose que le feu lorsqu'ils sont encore couchés dans leur mine. Quelle en est leur mort? Leur mort et leur vie sont un même principe, puisqu'ils meurent également par le feu, mais un feu de fusion. C'est comme une forme de renaissance, en fait. Perpétuelle. Ça, c'est moi qui le dis. Question. De quelle façon les métaux sont-ils engendrés dans les entrailles de la Terre? Après que les 4 éléments ont produit leur force, ou leur vertu dans le centre de la terre, et qu'ils y ont déposé leurs semences, l'archer de la nature, en les distillant, les sublimise à la superficie par la chaleur et l'action d'un mouvement perpétuel. Question. Le vent, en se distillant par les pores de la terre, en quoi se résout-il? Il se résout en eau, de laquelle naissent toutes choses. Et ce n'est plus alors qu'une vapeur humide, de laquelle vapeur se forme ensuite le principe principié de chaque chose et qui sert de première matière aux philosophes. Autre question. Quel est donc ce principe précipié, servant de la première matière aux enfants de la science dans l'œuvre philosophique? Ce sera cette même matière laquelle, aussitôt qu'elle est conçue, ne peut absolument plus changer de forme. Question, Saturne, Jupiter, Mars, Vénus, le Soleil, la Lune, etc. ont-ils chacun des semences différentes? Ils ont tous une même semence, mais le lieu de leur naissance a été la cause de cette différence, encore bien que la nature ait bien plutôt achevé son œuvre en la procréation de l'argent qu'en celle de l'or, ainsi des autres. Comment se forme l'or dans les entrailles de la terre? Quand cette vapeur que nous avons dit est sublimisée au centre de la terre et qu'elle passe par des lieux chauds et purs et où une certaine graisse de soufre adhérée aux parois, alors cette vapeur que les philosophes ont appelée leur mercure s'accommode à ce joint et se joint à cette graisse qu'elle sublimise après avec soi.
Et de ce mélange résulte une certaine onctuosité qui, laissant ce nom de vapeur, prend alors celui de graisse et venant puis après à se sublimiser dans d'autres lieux qui ont été nettoyés par la vapeur précédente et auxquels la terre est plus subtile, pure et humide, elle remplit les pores de cette terre, se joint à elle, et c'est alors que se produit l'or. C'était pas évident là. Question: comment s'engendre Saturne? Quand cette onctuosité ou graisse parvient à des lieux tellement impurs et froids. Autre question: comment cette définition se trouve-t-elle au noviciat? Par l'explication du mot profane qui supplée au nom de Saturne, mais que nous appliquons effectivement à tout ce qui réside en lieu impur et froid, ce qui est marqué par l'allégorie du monde, du siècle et de ses imperfections. Comment désignons-nous l'œuvre et l'or? Par l'image d'un chef-d'œuvre d'architecture, dont au détail nous peignons la magnificence tout éclatante d'or et de métaux précieux. Comment s'engendre Vénus? Elle s'engendre alors que la terre est pure, mais mêlée de soufre impur. Question: quel est le pouvoir de cette vapeur au centre de la terre? De subtiliser toujours par son continuel progrès tout ce qui est cru et impur, attirant successivement avec soi ce qui est impur. Question: quelle est la semence de la première matière de toute chose? La première matière des choses, c'est-à-dire la matière des principes principiants, naît par la nature sans le secours d'aucune semence, c'est-à-dire que la nature reçoit la matière des éléments de laquelle elle engendre ensuite la semence. Question: quelle est donc absolument parlant la semence des choses? Réponse: la semence en un corps n'est autre qu'un air congelé ou une vapeur humide, laquelle, si elle n'est résoute par une vapeur chaude, devient tout à fait inutile. Question: comment la génération de la semence se renferme-t-elle dans le règne métallique? Par l'artifice de l'arché. Les 4 éléments en la première génération de la nature distillent au centre de la terre une vapeur d'eau pondéreuse qui est la semence des métaux et s'appelle mercure. Non à cause de son essence, mais à cause de sa fluidité et facile adhérence à chaque chose. Bon, là j'imagine pour suivre tout ça, il faut déjà avoir des connaissances en alchimie quand même. Pourquoi cette vapeur est-elle comparée au soufre? À cause de sa chaleur interne. Question: que devient la semence après la congélation? Elle devient l'humide radical de la matière. Question: de quel mercure doit-on entendre que les métaux sont composés? Réponse: cela s'entend absolument du mercure des philosophes et aucunement du mercure commun ou vulgaire, qui ne peut être une semence ayant lui-même en soi sa semence comme les autres métaux. Question: que faut-il donc prendre précisément pour le sujet de notre matière? On doit prendre la semence seule ou grain fixe et non pas le corps entier qui est distingué en mâle vif, c'est-à-dire soufre, et femelle vive, c'est-à-dire mercure. Question: quelle opération faut-il faire ensuite? Réponse: on doit les conjoindre ensemble afin qu'ils puissent former un germe, d'où ensuite ils arrivent à procréer un fruit de leur nature. Qu'entendons donc de faire l'artiste de cette opération? L'artiste n'entend faire autre chose sinon de séparer ce qui est subtil de ce qui est épais. À quoi se réduit conséquemment toute la combinaison philosophique? Elle se réduit à faire d'un, deux et deux, un. Alors, elle se réduit à faire d'un, deux, d'apostrophe UN, 2, le chiffre 2, et de 2, le chiffre 2, 1. Et rien de plus. Donc 1 qui devient 2 et 2 qui devient 1. Y a-t-il dans la maçonnerie quelques analogies qui indiquent cette opération? Réponse: elle est suffisamment sensible à tout esprit qui voudra réfléchir en s'arrêtant au nombre mystérieux de 3, sur lequel roule essentiellement toute la science maçonnique.
Question, où se trouve la semence et la vie des métaux et minéraux? La semence des minéraux est proprement l'eau qui se trouve au centre et au cœur du minéral. Comment la nature opère-t-elle par le secours de l'art? Toute semence, quelle qu'elle soit, est de nulle valeur si, par l'art ou par la nature, elle n'est mise en une matrice convenable, où elle reçoit sa vie en faisant pourrir le germe et causant la congélation du point pur ou grain fixe. Comment la semence est-elle ensuite nourrie et conservée? Par la chaleur de son corps. Que fait donc l'artiste dans le règne minéral? Il achève ce que la nature ne peut finir à cause de la crudité de l'air, qui par sa violence a rempli les pores de chaque corps, non dans les entrailles de la terre, mais dans sa superficie. Quelle correspondance ont les métaux entre eux? Pour bien entendre cette correspondance, il faut considérer la position des planètes et faire attention que Saturne est le plus haut de tous, auquel succédait Jupiter, puis Mars, le Soleil, Vénus, Mercure, et enfin la Lune. Il faut observer que les vertus des planètes ne montent pas, mais qu'elles descendent, et l'expérience nous apprend que Mars se convertit facilement en Vénus, et non pas Vénus en Mars, comme étant plus basse d'une sphère. Ainsi, Jupiter se transmue aisément en Mercure, parce que Jupiter est plus haut que Mercure. Celui-là est le second après le firmament. Celui-ci est le second au-dessus de la Terre et Saturne le plus haut, la Lune la plus basse. Le Soleil se mêle avec tous, mais il n'est jamais amélioré par les inférieurs. On voit clairement qu'il y a une grande correspondance entre Saturne et la Lune, au milieu desquels est le Soleil, mais à tous ces changements, le philosophe doit tâcher d'administrer du Soleil. Question. Quand les philosophes parlent de l'or ou de l'argent, d'où ils extraient leur matière, entendent-ils parler de l'or et de l'argent vulgaires? Non, parce que l'or et l'argent vulgaire sont morts, tandis que ceux des philosophes sont pleins de vie. Ça, c'est important. Quel est l'objet de la recherche des maçons? C'est la connaissance de l'art de perfectionner ce que la nature a laissé imparfait dans le genre humain et d'arriver au trésor de la vraie morale. Il y a du boulot, on est en plein dedans les amis. Quel est l'objet de la recherche des philosophes? C'est la connaissance de l'art de perfectionner ce que la nature a laissé imparfait dans le genre minéral et d'arriver au trésor de la pierre philosophale. Qu'est-ce que cette pierre? La pierre philosophale n'est autre que l'humide radical des éléments, parfaitement purifié et amené à une souveraine fixité, ce qui fait qu'elle opère de si grandes choses pour la santé, la vie résidant uniquement dans l'humide radical. D. En quoi consiste le secret de faire cette admirable œuvre? Ce secret consiste à savoir tirer de puissance en acte le chaud inné ou le feu de nature renfermé dans le centre de l'humide radical. Question. Quelles sont les précautions qu'il faut prendre pour ne pas manquer l'œuvre? Il faut avoir grand soin d'ôter les excréments de la matière et ne songer qu'à avoir le noyau ou le centre qui renferme toute la vertu du mixte. Pourquoi cette médecine guérit-elle toutes sortes de maux? Cette médecine a la vertu de guérir toutes sortes de maux, non pas à raison de ses différentes qualités, mais en tant seulement qu'elle fortifie puissamment la chaleur naturelle, laquelle elle excite doucement, au lieu que les autres remèdes l'irritent par un mouvement trop violent. C'est du vieux français encore, je vous rappelle, les amis. Comment me prouverez-vous la vérité de l'art à l'égard de la teinture? Cette vérité est fondée premièrement sur ce que la poudre physique est en fait de la même matière dont sont formés les métaux, à savoir l'argent vif. Elle a la faculté de se mêler avec eux dans la fusion, une nature embrassant aisément une autre nature qui lui est semblable. Secondement,
sur ce que les métaux imparfaits n'étant tels que parce que leur argent vif est cru. La poudre physique, qui est un argent vif, mûr et cuit, est proprement un pur feu, leur peut aisément communiquer la maturité et les transmuer en sa nature après avoir fait attraction de leur humide cru, c'est-à-dire de leur argent vif, qui est la seule substance qui se transmue, le reste n'étant que des scories et des excréments qui sont rejetés dans la projection. Quelle route doit suivre le philosophe pour parvenir à la connaissance et à l'exécution de l'œuvre physique ? La même route que le grand architecte de l'univers employa à la création du monde en observant comment le chaos fut débrouillé. Quelle était la matière du chaos ? Ce ne pouvait être autre chose qu'une vapeur humide parce qu'il n'y a que l'eau entre les substances créées qui se termine par un terme étranger et qui soit un véritable sujet pour recevoir les formes. Donnez-moi un exemple de ce que vous venez de dire. Cet exemple peut se prendre des productions particulières des mixtes dont les semences commencent toujours par se résoudre en une certaine humeur, qui est le chaos particulier, duquel ensuite se tire comme par irradiation toute la forme de la plante. D'ailleurs, il faut observer que l'écriture ne fait mention en aucun endroit que de l'eau pour sujet matériel sur lequel l'Esprit de Dieu était porté et la lumière pour forme universelle. Quel avantage le philosophe peut-il tirer de cette réflexion et que doit-il particulièrement remarquer dans la matière dont l'être suprême créa le monde ? D'abord, il observa la matière dont le monde a été créé. Il verra que de cette masse confuse, le souverain artiste commença par faire l'extraction de la lumière qui dans le même instant dissipa les ténèbres qui couvrent la surface de la terre pour servir de forme universelle à la matière. Il concevra ensuite facilement que dans la génération de tous les mixtes, il se fait une espèce d'irradiation et une séparation de la lumière d'avec les ténèbres, en quoi la nature est perpétuellement imitatrice de son créateur. Le philosophe comprendra pareillement comme par l'action de cette lumière ce fil étendu, ou autrement le firmament séparateur des eaux avec les eaux. Le ciel fut ensuite orné de corps lumineux, mais les choses supérieures étant trop éloignées des inférieures, il fut besoin de créer la lune, comme flambeau intermédiaire entre le haut et le bas, laquelle, après avoir reçu les influences célestes, les communique à la terre. Le Créateur, rassemblant ensuite les eaux, fit apparoir alors je pense que c'est apparaître le sec. C'est apparoir en vieux français. Combien y a-t-il de cieux ? Ça peut être intéressant. On verra si c'est compréhensible et si ça correspond à ce qu'on pense. Il n'y en a proprement qu'un, à savoir le firmament séparateur des eaux d'avec les eaux. On revient là-dessus. Le firmament, on le trouve partout dans plein de livres, dans plein de livres ésotériques, quels que soient les continents. Le firmament séparateur des eaux avec les eaux, des eaux avec les eaux. Cependant, on en admet 3. Le premier qui est depuis le dessus des nues, où les eaux raréfiées s'arrêtent et retombent jusqu'aux étoiles fixes, et dans cet espace sont les plantes et les étoiles errantes. Le second qui est le lieu même des étoiles fixes, le troisième qui est le lieu des eaux surcélestes. Pourquoi la raréfaction des eaux se termine-t-elle au premier ciel et ne monte-t-elle pas au-delà ? Parce que la nature des choses raréfiées est de s'élever toujours en haut, et parce que Dieu, dans ses lois éternelles, a assigné à chaque chose sa propre sphère. Pourquoi chaque corps céleste tourne-t-il invariablement comme autour d'un axe sans décliner ? Cela ne vient que du premier mouvement qui lui a été imprimé, de même qu'une masse pesante, alors je pense que c'est pesante, mise en ballant et attachée à un simple fil, tournerait toujours également si le mouvement était toujours égal. Pourquoi les eaux supérieures ne mouillent-elles point ? À cause de leur extrême raréfaction, c'est ainsi qu'un savant chimiste peut tirer plus d'avantages de la science de la raréfaction que de tout autre. Si vous êtes toujours là et vous comprenez, bravo à vous.
Waouh, c'est compliqué. Comme je vous dis, moi en alchimie, je suis un petit peu... c'est pas le meilleur de mes domaines, hein. Donc désolée si je ne mets pas de passion dans le texte. Je le découvre avec vous. Et pour ceux qui sont toujours là, bravo. Franchement, bravo. De quelle matière est composé le firmament ou l'étendue? Le firmament est proprement l'air, dont la nature est beaucoup plus convenable à la lumière que l'eau. Question: après avoir séparé les eaux du sec et de la terre, que fit le Créateur pour donner lieu aux générations? Il créa une lumière particulière destinée à cet office, laquelle il plaça dans le feu central et tempéra ce feu par l'humidité de l'eau et la froideur de la terre afin de réprimer son action et que sa chaleur fût convenable au dessein de son auteur. Quelle est l'action de ce feu central? Il agit continuellement sur la matière humide, qui lui est la plus voisine, dont il fait élever une vapeur qui est le mercure de la nature et de la première matière des trois règnes. Comment se forme ensuite le soufre de la nature? Par la double action ou plutôt réaction de ce feu central sur la vapeur mercurielle. Comment se fait le sel marin? Il y a vraiment toutes les questions. Il se forme par l'action de ce même feu sur l'humidité aqueuse, lorsque l'humidité aérienne qui est renfermée vient à s'exhaler. Que doit faire un philosophe vraiment sage lorsqu'une fois il a, je pense qu'il a bien compris le fondement et l'ordre. C'est bizarre. Je vais vous lire la phrase telle quelle, d'accord? Que doit faire un philosophe? Je la lis toujours telle quelle, mais là elle est étrange. Que doit faire un philosophe vraiment sage lorsqu'une fois il a bien compris le fondement et l'ordre qu'observa le grand architecte de l'univers pour la construction de tout ce qui existe dans la nature? Il doit être autant que se peut un copiste fidèle de son créateur. Dans son œuvre physique, il doit faire son chaos tel qu'il fut effectivement, séparer la lumière des ténèbres, former son firmament séparateur des eaux d'avec les eaux, et accomplir enfin parfaitement, en suivant la marche indiquée, tout l'ouvrage de la création. Avec quoi fait-on cette grande et sublime opération? Avec le seul corpuscule ou petit corps qui ne contient pour ainsi dire que fesses, saleté, abomination, duquel on en extrait une certaine humidité ténébreuse et mercurielle qui comprend en soi tout ce qui est nécessaire au philosophe parce qu'il ne cherche en effet que le vrai mercure. De quel mercure doit-il donc se servir pour l'œuvre? D'un mercure qui ne se trouve point tel sur terre, mais qui est extrait des corps et nullement du mercure vulgaire comme il a été dit. Donc vous voyez, c'est jamais les matières proprement dites tout court, quoi. Pourquoi ce dernier n'est-il pas le plus propre de notre œuvre? Parce que le sage artiste doit faire attention que le mercure vulgaire ne contient pas en soi la quantité suffisante de soufre et que, par conséquent, il doit travailler sur un corps créé par la nature, dans lequel elle-même aura joint ensemble le soufre et le mercure, lesquels l'artiste doit se séparer. Que doit-il faire ensuite? Les purifier et les rejoindre de rechef. Comment appelez-vous ce corps-là? Pierre brute ou chaos, ou iliaft, ou ilé. Est-ce la même pierre brute dont le symbole caractérise nos premiers grades? Oui, c'est la même que les maçons travaillent à dégrossir, et dont ils cherchent à ôter les superfluidités. Cette pierre brute est, pour ainsi dire, une portion de ce premier chaos, ou masse confuse connue, mais méprisée d'un chacun. Là, les amis, je vais vous inviter à prendre une respiration. Vous savez qu'on ne respire pas assez en conscience, et je me suis dit que dans les vidéos, j'allais vous le faire de temps en temps. Simplement, voilà, reprendre un petit peu l'air, respirer, et vous mettre en conscience sur le fait que voilà, vous reprenez de l'air et vous expirez profondément. 3 ou 4 fois, ça fait du bien. Ça vitalise un petit peu. On continue. Puisque vous me dites que le mercure est la seule chose que le philosophe doit connaître, pour ne pas s'y méprendre,
Donnez-moi en une description circonstanciée. Ah, il parlait bien à l'époque, hein. C'était un vrai exercice, la lecture. Ça change. Notre Mercure, eu égard à la nature, est double, fixe et volatile. Eu égard à son mouvement, il est double aussi, puisqu'il a un mouvement d'ascension et un de descension. Par celui de descension, c'est l'influence des plantes par laquelle il réveille le feu de la nature assoupie, et c'est son premier office avant la congélation. Par le mouvement d'ascension, il s'élève pour se purifier. Et, comme c'est après sa décongélation, il est considéré alors comme l'humide radical des choses, lequel sous des viles scories ne laisse pas que de conserver la noblesse de sa première origine. Combien comptons d'humide dans chaque composé ? Il y en a 3. Premièrement, l'élémentaire, qui n'est proprement que le vase des autres éléments. Deuxièmement, le radical, qui est proprement l'huile ou le baume dans lequel réside toute la vertu du sujet. Troisièmement, l'alimentaire, c'est le véritable dissolvant de la nature, excitant le feu interne, assoupi, causant par son humidité la corruption et la noirceur et entretenant et alimentant le sujet. Combien les philosophes ont-ils de sortes de mercure ? Le mercure des philosophes se peut considérer sous 4 égards. Au premier, on appelle le mercure des corps. C'est précisément la semence cachée. Au second, le mercure de la nature. C'est le bain ou le vase des philosophes, autrement dit, l'humide radical. Au troisième, le mercure des philosophes, parce qu'il se trouve dans leur boutique et dans leur minière. C'est la sphère de Saturne, c'est leur Diane. C'est le vrai sel des métaux, après lequel, lorsqu'on l'a acquis, commence seulement le véritable œuvre philosophique. Au quatrième égard, on l'appelle le mercure commun, non pas celui du vulgaire, mais celui qui est proprement le véritable air des philosophes. La véritable moyenne substance de l'eau, le vrai feu secret est caché. Le feu commun, à cause qu'il est commun à toutes les minières, quand lui consiste la substance des métaux et que c'est de lui qu'ils tirent leur quantité et qualité. Pourquoi les maçons ont-ils les nombres impairs et nommément le septénaire en vénération ? Parce que la nature, qui se plaît dans ses propres nombres, est satisfaite du nombre mystérieux de 7, surtout dans les choses subalternes ou qui dépendent du globe lunaire. La Lune nous faisait voir sensiblement un nombre infini d'altérations et de vicissitudes dans ce nombre septénaire. Et ça me fait penser, vous avez la présidente de notre super parlement qui réunit tous nos pays, qui parlait justement un jour du chiffre 7, et de sa puissance et de l'intérêt que ce chiffre avait pour eux, quand elle disait « nous tous », voilà. Pas nous, hein, eux. Mais nous aussi, par une autre voie. Combien d'opérations y a-t-il dans notre œuvre ? Il n'y en a qu'une seule, qui se réduit à la sublimation qui n'est autre chose, selon Gébert, que l'élévation de la chose sèche par le moyen du feu avec adhérence à son propre vase. De quelles précautions doit-on prendre en lisant les philosophes hermétiques ? Alors, c'est plutôt quelles précautions doit-on prendre en lisant les philosophes hermétiques ? Il faut surtout avoir grand soin de ne pas prendre ce qu'ils disent à ce sujet au pied de la lettre, toujours. Ça, c'est moi qui dis toujours, hein. En suivant le son des mots, car la lettre tue et l'esprit vivifie. Ça, il le met en italique, car la lettre tue et l'esprit vivifie. C'est pas pour rien aussi qu'en hébreu, on dit qu'il faut lire entre les caractères. Il faut lire le blanc plutôt que le noir. Quel livre doit-on lire pour parvenir à la connaissance de notre science ? Alors, entre les anciens, il faut lire particulièrement tous les ouvrages d'Hermès. Vous en avez un sur la chaîne. Oui, vous en avez un. Je me demandais s'il n'y en avait pas 2.
Ensuite, un certain livre intitulé Le passage de la mer Rouge et un autre appelé L'abord de la terre promise. Parmi les anciens, il faut lire surtout Paracels et entre autres son Sentier chimique ou Manuel de Paracels. Ça, je verrai pour vous les trouver, vous les mettre sur la chaîne peut-être. Après, j'ai tellement de choses que je voudrais vous lire sur la chaîne. Donc ce manuel, enfin ces livres, donc qui... Alors, entre autres, donc son Sentier chimique ou Manuel de Paracels, qui contient tous les mystères de la physique démonstrative et de la plus secrète cabale. Ce livre manuscrit précieux et original ne se trouve que dans la bibliothèque du Vatican. Mais Sandy Vogius a eu le bonheur d'en tirer une copie qui a servi à éclairer quelqu'un des sages de notre ordre. Ah, ça veut dire qu'on aura quand même un petit morceau, les amis. Eh bien non, parce qu'il continue en disant « Il faut lire Raymond Lull et surtout son Vade Mecum, son dialogue appelé Lignum Vitae, son testament et son codicille. Mais on sera en garde contre ces deux derniers ouvrages parce qu'ainsi que ceux de Gébert, ils sont remplis de fausses recettes, de fictions inutiles et d'erreurs sans nombre, ainsi que les ouvrages d'Arnaud de Villeneuve, leur but en cela ayant été, suivant leur apparence, de déguiser davantage la vérité aux ignorants. Tiens. Le Turba Philosophorum, qui n'est qu'un ramas d'anciens auteurs, contient une partie assez bonne, quoiqu'il y en ait beaucoup de choses sans valeur. Quatrièmement, entre les auteurs du Moyen-Âge, on doit estimer Zacharie, Trévisan, Roger Bacon, et un certain anonyme dont le livre a pour titre des philosophes. Parmi les auteurs modernes, on doit faire cas de Jean Fabre, français de nation, et de D'Espagnet, ou l'auteur de la physique restituée, quoiqu'à vrai dire, il est mêlé dans son livre quelques faux préceptes et des sentiments erronés. Voilà, ça va être compliqué de vous lire certains livres pour moi parce que ça, je ne saurais pas détecter ce genre de choses. Quand un philosophe peut-il risquer d'entreprendre l'œuvre ? Lorsqu'il saura par théorie tirer d'un corps dissous par le moyen d'un esprit cru, un esprit digeste, lequel il faudra de rechef rejoindre à l'huile vitale. Expliquez-moi ces théories plus clairement. Pour rendre la chose plus sensible, en voici le procédé. Ce sera lorsque le philosophe saura par le moyen d'un menstru végétal uni au minéral dissoudre un troisième menstru essentiel avec lequel réuni il faut laver la terre et exalter ensuite en quintessence céleste pour en composer leur foudre sulfureux, lequel dans un instant pénètre les corps et détruit les excréments. C'est marrant parce que y réfléchir et vraiment se donner un attrait psychologique, philosophique là-dessus, personnellement, moi j'arrive à peu près à le cerner. Mais alors de manière physique, ça se fait par des chauffes, l'utilisation de l'alambic, du four, etc. Mais pourquoi pas, hein, en laboratoire ça doit être assez sympa, mais alors va falloir réfléchir aussi d'une autre façon. Comment donnons-nous dans nos éléments maçonniques les rudiments de cette quintessence céleste ? Après, je voulais dire quand même pour tout à l'heure, c'est vrai que ce qui se fait dans la matière agit aussi sur l'inconscient. Donc, si on étudie normalement en laboratoire par le physique, la pratique, tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est parce que vous manipulez sur la physique que normalement les choses devraient se créer d'une manière philosophique. Et même, on va dire plus que ça, énergétique. C'est la sensation que j'en ai. Alors, expliquez-moi cette théorie plus clairement. Donc là, on l'a. Autre question, donc comment donne-t-on dans nos éléments maçonniques les rudiments de cette quintessence céleste ? Par le symbole de l'étoile flamboyante, que nous disons feu central et vivificateur. Je crois que je l'ai lu celui-là, il faut que je le lise, hein, je suis dit, parce que c'est important en fait pour moi. Ceux qui prétendent se servir d'or vulgaire pour la semence et du mercure vulgaire pour le dissolvant, ou par la terre, dans laquelle il doit être semé, ont-ils une parfaite connaissance de la nature ? Non, vraiment, parce que ni l'un ni l'autre n'ont eu l'agent externe, l'or pour en avoir été dépouillé par la décoction et le mercure pour n'en avoir jamais eu.
Question. En cherchant cette semence horrifique ailleurs que dans l'or même, ne risque-t-on pas de produire une espèce de monstre, puisqu'il paraît que l'on s'écarte de la nature? Ah, ça c'est pas mal. Il est sans aucun doute que dans l'or est contenue la semence horrifique, et même plus parfaitement qu'en aucun autre corps. Mais cela ne nous oblige pas à nous servir de l'or vulgaire, car cette semence se trouve pareillement en chacun des autres métaux, et ce n'est autre chose que ce grain fixe que la nature a introduit en la première congélation du mercure, tous les métaux ayant une même origine et une matière commune, ainsi que le connaîtront parfaitement au grade suivant ceux qui rendront dignes de le recevoir par leur application et une étude assidue. Question. Que s'ensuit-il de cette doctrine? Elle nous enseigne que, quoique la semence soit plus parfaite dans l'or, toutefois, elle se peut extraire bien plus aisément d'un autre corps que de l'or même. La raison en est que les autres corps sont bien plus souvent, c'est-à-dire moins digérés, et leur humidité moins terminée. Question. Donnez-moi un exemple pris dans la nature. L'or vulgaire ressemble à un fruit lequel, parvenu à une parfaite maturité, a été séparé de l'arbre. Et, quoiqu'il y ait en lui une semence très parfaite et très digeste, néanmoins si quelqu'un pour le multiplier le nettoie en terre, il faudrait beaucoup de temps, de peine, de soin, pour le conduire jusqu'à la végétation. Mais si au lieu de cela on prenait une greffe ou une racine du même arbre et qu'on la mit en terre, on la verrait en peu de temps et sans peine végéter, et rapporter beaucoup de fruits. Est-il nécessaire à un amateur de cette science de connaître la formation des métaux dans les entrailles de la terre pour parvenir à former son œuvre? Cette connaissance est tellement nécessaire que, si avant toute autre étude on ne s'y appliquait pas, et l'on ne cherchait pas à imiter la nature en tout point, jamais on ne pourrait arriver à rien faire de bon. Comment la nature forme-t-elle donc des métaux dans les entrailles de la terre, et de quoi se compose-t-elle? La nature se compose tout de soufre et de mercure, et les forme par leur double vapeur. Qu'entendez-vous par cette double vapeur, et comment, par cette double vapeur, les métaux peuvent-ils être formés? Pour bien entendre cette réponse, il faut savoir d'abord que la vapeur mercurielle unie à la vapeur sulfureuse, en un lieu caverneux, où se trouve une eau salée qui leur sert de matrice, il se forme premièrement le vitriol de la nature, secondement de ce vitriol de nature, par la commotion des éléments, s'élève une nouvelle vapeur, qui n'est ni mercurielle ni sulfureuse, mais qui tient des deux natures, laquelle arrivant en des lieux où adhère la graisse du soufre, s'unit avec elle, et de leur union se forme une substance glutineuse ou masse informe, sur laquelle la vapeur répandue en ces lieux caverneux, agissant par le moyen du soufre qu'elle contient en elle. Il en résulte des métaux parfaits si le lieu et la vapeur sont purs, et imparfaits si au contraire le lieu et la vapeur sont impurs. Ils sont dits imparfaits et non parfaits pour n'avoir pas reçu leur entière perfection par la coction. Que contient en soi cette vapeur? Elle contient un esprit de lumière et de feu de la nature des corps célestes, lesquels doit être considérés comme la forme de l'univers. Que représente cette vapeur? Cette vapeur, ainsi imprégnée de l'esprit universel, qui n'est autre que la véritable étoile flamboyante, représente assez bien le premier chaos dans lequel se trouvait renfermé tout ce qui était nécessaire à la création, c'est-à-dire la matière et la forme universelle. Ne peut-on pas non plus employer l'agent vif vulgaire dans ce procédé? Non, parce que, comme il a déjà été dit, l'argent vulgaire n'a pas avec lui l'argent externe. Comment cela est-il désigné en maçonnerie? Par le mot de vulgaire ou profane, en nommant tel ou
tout sujet qui n'est pas propre à l'œuvre maçonnique. C'est dans ce sens qu'il convient d'entendre le couplet. Vous qui du vulgaire stupide, etc. Il est appelé stupide parce qu'il n'a pas vie en soi. Question. D'où provient que l'argent vif vulgaire n'a pas avec lui son agent externe? Réponse. De ce que lors de l'élévation de la double vapeur, la commotion est si grande et si subtile qu'elle fait évaporer l'esprit ou l'agent, à peu près comme il arrive dans la fusion des métaux, de sorte que la seule partie mercurielle reste privée de son mâle ou agent sulfureux, ce qui fait qu'elle ne peut jamais être transmuée en or par la nature. Question. Combien de sortes d'or distinguent les philosophes? 3 sortes d'or, l'or astral, l'or élémentaire et l'or vulgaire. Qu'est-ce que l'or astral? L'or astral est à son centre dans le soleil qui le communique par ses rayons, en même temps que sa lumière, à tous les êtres qui lui sont inférieurs. C'est une substance ignée et qui reçoit une continuelle émanation des corpuscules solaires qui pénètrent tout ce qui est sensitif, végétatif et minéral. Question. Est-ce dans ce sens qu'il faut considérer le soleil peint au tableau des premiers grades de l'ordre? Sans difficulté. Toutes les autres interprétations sont des voiles pour déguiser au candidat les vérités philosophiques qu'il ne doit point apercevoir du premier coup d'œil et sur lesquelles il faut que son esprit et ses méditations s'exercent. Alors je rappelle l'or astral, parce que donc l'or astral pour lui, il dit je le répète parce que je pense que ça peut intéresser certains. L'or astral a son centre dans le soleil qui la communique par ses rayons, en même temps que sa lumière à tous les êtres qui sont inférieurs. C'est une substance ignée qui reçoit une continuelle émanation des corpuscules solaires qui pénètrent tout ce qui est sensitif, végétatif et minéral. C'est en ce sens qu'il faut considérer le soleil peint dans les tableaux des premiers grades de l'ordre. Qu'entendez-vous par or élémentaire? C'est la plus pure et la plus fixe portion des éléments et de toutes les substances qui en sont composées, de sorte que tous les êtres sublunaires des 3 genres contiennent dans leur centre un précieux grain de cet or élémentaire. Comment est-il figuré chez nos frères les maçons? Ainsi que le soleil au tableau indique l'or astral, la lune signifie son règne sur tous les corps sublunaires qui lui sont subjacents, contenant en leur centre le grain fixe de l'or élémentaire. Question, expliquez-moi l'or vulgaire. C'est le plus beau métal que nous voyons et que la nature puisse produire. Aussi parfait en soi qu'inaltérable. Ça c'est vrai. Question. Où trouve-t-on sa désignation au symbole de l'art royal? Dans les trois médailles, etc., le triangle, le compas et tout autre bijou ou instrument représentatif comme d'or pur. Question. De quelle espèce d'or est la pierre philosophale? Elle est la seconde espèce, comme étant la plus pure portion de tous les éléments métalliques après sa purification. Et alors, il est appelé or vif philosophique. Question. Que signifie le nombre 4 adopté dans le grand écosysme de Saint-André d'Écosse, le complément des progressions maçonniques? C'est un petit peu maçon quand même là depuis tout à l'heure. Outre le parfait équilibre et la parfaite égalité des 4 éléments dans la pierre physique, il signifie 4 choses qu'il faut faire nécessairement pour l'accomplissement de l'œuvre, qui sont composition, altération, mixion et union, lesquelles, une fois faites dans les règles de l'art, donneront le fils légitime du soleil et produiront le phénix toujours renaissant de ses cendres. Qu'est-ce que c'est proprement que l'or vif des philosophes? Ce n'est autre chose que le feu du mercure et cette vertu ignée renfermée dans l'humide radical
à qui il a déjà communiqué la fixité et la nature du soufre, d'où il est émané. Le soufre des philosophes ne laissant pas aussi d'être appelé Mercure, à cause que toute la substance est mercurielle. Quel autre nom les philosophes donnent-ils à leur or vif? Ils l'appellent aussi leur soufre vif ou leur vrai feu, et il se trouve enfermé en tout corps et nul corps ne peut subsister sans lui. Où faut-il chercher notre or vif ou notre soufre vif et notre vrai feu? Dans la maison du Mercure. De quoi ce feu vit-il? De l'air. Donnez-moi une comparaison du pouvoir de ce feu. Pour exprimer cette attraction du feu interne, on ne peut pas donner une meilleure comparaison que celle de la foudre, qui n'est d'abord qu'une exhalaison sèche et terrestre, unie à une vapeur humide, mais qui, à force de s'exalter, venant à prendre la nature innée, agit sur l'humide qui lui est inhérent, qu'elle attire à soi et transmue en sa nature, après quoi elle se précipite avec rapidité vers la terre, où elle est attirée par une nature fixe semblable à la sienne. Que doit faire le philosophe après qu'il aura extrait son mercure? Il doit l'amener ou réduire de puissance en acte. La nature ne peut-elle pas le faire d'elle-même? Non, parce qu'après une première sublimation, elle s'arrête, et de la matière ainsi disposée s'engendrent les métaux. Qu'entendent les philosophes par leur or et par leur argent? Les philosophes donnent le nom d'or à leur soufre et celui d'argent à leur mercure. D'où les tirent-ils? Je vous ai déjà dit qu'ils les tirent d'un corps homogène où ils se trouvent avec abondance et d'où ils savent les extraire l'un. Alors, en fait, c'est d'où ils les savent extraire l'un et l'autre, par un moyen admirable et tout à fait philosophique. Dès que cette opération sera dûment faite, que doit-on faire ensuite? On doit faire son amalgame philosophique avec une très grande industrie, lequel pourtant ne se peut exécuter qu'après la sublimation du mercure et sa due préparation. Dans quel temps unissez-vous votre matière avec l'or vif? Ce n'est que dans le temps qu'on l'amalgame, c'est-à-dire par le moyen de cet amalgame, on l'introduit en lui le soufre pour ne faire ensemble qu'une seule substance, et par l'addition de ce soufre, l'ouvrage est abrégé et la teinture augmentée. Que contient le centre de l'humide radical? Il contient et cache le soufre qui est couvert d'une écorce dure. Que faut-il faire pour l'appliquer au grand œuvre? Il faut le tirer de ses prisons avec beaucoup d'art et par la voie de la purification. La nature a-t-elle dans les mines un menstru convenable, propre à dissoudre et à délivrer ce soufre? Non, à cause qu'il n'a pas un mouvement local. Car si elle c'est l'ancien français, là c'est un peu plus compliqué. Car si elle peut de rechef dissoudre, putréfier et purifier le corps métallique, elle nous donnerait elle-même la pierre physique, c'est-à-dire un soufre exalté et multiplié en vertu. Comment m'expliqueriez-vous par exemple cette doctrine? C'est encore par la comparaison d'un fruit ou d'un grain qui est de rechef mis dans une table convenable pour y pourrir et ensuite pour multiplier. Or le philosophe, qui connaît le bon grain, le tire de son centre, le jette dans la terre qui lui est propre, après l'avoir bien fumé et préparé, et là il se subtilise tellement que sa vertu prolifique s'étend et se multiplie à l'infini. En quoi consiste donc tout le secret pour la semence? À bien connaître la terre qui lui est propre. Qu'entendez-vous par la semence dans l'œuvre des philosophes? J'entends le chaud inné ou l'esprit spécifique renfermé dans l'humide radical ou la moyenne substance de l'argent vif qui est proprement le sperme des métaux, lequel renforme en soi sa semence. Comment délivrerez-vous le soufre de ces prisons? Par la putréfaction. Quelle est la terre des minéraux? C'est leur propre menstru.
Quel soin doit avoir le philosophe pour en tirer le parti qu'il désire? Il faut qu'il ait un grand soin de la purger de ses vapeurs fétides et soufre impur, après quoi on y jette la semence. Quel indice peut avoir l'artiste qu'il soit sur le bon chemin au commencement de son œuvre, quand il verra qu'au temps de la dissolution, le dissolvant et la chose dissoute demeurent ensemble sous une même forme et matière. Combien de solutions y a-t-il dans l'œuvre philosophique? Il y en a 3. Nombre par cette raison mystérieux et respectable aux maçons. La première est celle du corps cru et métallique, par laquelle il est réduit dans ses principes de soufre et d'argent vif. La seconde, celle du corps physique, et la troisième, celle de la terre minérale. Comment, par la première solution, peut-on réduire un corps métallique en mercure et puis en soufre? Par le feu occulte artificiel ou l'étoile flamboyante. Comment se fait cette opération? En tirant d'abord du sujet le mercure ou la vapeur des éléments, et après l'avoir purifié s'en servir à sortir le soufre de ses enveloppes, par la voie de la corruption, dont le signe est la noirceur. Comment se fait la seconde solution? Quand le corps physique se résout avec les 2 substances susdites et acquiert la nature céleste. Quel nom donnent les philosophes à la matière dans ce temps? Ils l'appellent leur chaos physique, et pour l'or, c'est la vraie première matière qui n'est proprement dite telle qu'après la jonction du mâle, qui est le soufre, et de la femelle, qui est le mercure, et non pas auparavant. À quoi se rapporte la troisième solution? Elle est l'humectation de la terre minérale, et elle a un entier rapport à la multiplication. Question encore. Est-ce dans ce sens qu'il faut entendre la multiplication usitée dans les nombres maçonniques? Oui, nommément celle du nombre 3 pour le conduire à son cube par les progressions connues de 3, 9, 27, 81. De quel feu doit-on se servir dans son œuvre? Du feu dont se sert la nature. Quel pouvoir a ce feu? Il dissout toute chose dans ce monde parce qu'il est le principe de toute dissolution et corruption. Pourquoi l'appelle-t-on aussi mercure? Parce qu'il est de nature aérienne et une vapeur très subtile participant toutefois du soufre d'où il a tiré quelques souillures. Où est caché ce feu? Il est caché dans le sujet de l'art. Qui est-ce qui peut connaître et former ce feu? Le sage sait construire et purifier ce feu. Quel pouvoir et qualité ce feu a-t-il en soi? Il est très sec et dans un continuel mouvement et ne demande qu'à corrompre et à tirer les choses de puissance en acte. C'est lui enfin qui, rencontrant dans les mines des lieux solides, circule en forme de vapeur sur la matière et la dissout. Comment connaîtrait-on plus facilement ce feu? Par les excréments sulfureux où il est renfermé et par l'habillement salin dont il est revêtu. Que faut-il à ce feu pour qu'il puisse mieux s'insinuer dans le genre féminin? À cause de son extrême siccité, il a besoin d'être humecté. Combien y a-t-il de feux philosophiques? Il y en a 3 sortes, qui sont le naturel, l'innaturel et le contre-nature. Expliquez-moi ces 3 sortes de feux. Le feu naturel est le feu masculin, ou le principal agent. L'innaturel est le féminin ou le dissolvant de nature, nourrissant et prenant la forme de fumée blanche, lequel s'évanouit aisément quand il est sous cette forme, si on y prend bien garde, et il est presque incompréhensible, quoique par la sublimation philosophique, il devienne corporel et resplendissant. Le feu contre nature est celui qui corrompt le composé et a le pouvoir de délier ce que la nature avait fortement lié. Où se trouve notre matière? Elle se trouve partout,
mais il la faut chercher spécialement dans la nature métallique où elle se trouve plus facilement qu'ailleurs. Laquelle doit-on préférer à toutes les autres? On doit préférer la plus mûre, la plus propre et la plus facile. Mais il faut prendre garde surtout que l'essence métallique y soit non seulement en puissance, mais aussi en acte, et qu'il y ait une splendeur métallique. Tout est-il renfermé dans ce sujet? Oui, mais il faut pourtant secourir la nature afin que l'ouvrage soit mieux et plus tôt fait, et cela par les moyens que l'on connaît dans les hauts grades. Ce sujet est-il d'un grand prix? Il est vil et n'a d'abord aucune élégance en foi, et si quelqu'un dise qu'il est vendable, ils n'ont guère à l'espèce, mais, oh là là, ils ont égard à l'espèce, mais au fond, il se vend point, parce qu'il n'est utile que pour notre œuvre. Oh là 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 là. Il est vil et n'a d'abord aucune élégance en foi, et si quelqu'un dise qu'il est vendable, ils ont égard à l'espèce, mais au fond, il ne se vend point, parce qu'il n'est utile que pour notre œuvre. Bon. Oui, j'ai pas traduit cette fois-ci. Que contient notre matière? Enfin, j'ai pas, les fois d'avant, je transforme juste un peu le mot de wa en est. Là, c'est une phrase que j'aurais pu quand même retraduire en français d'origine. Que contient notre matière? Elle contient le sel, le soufre et le mercure. Quelle est l'opération qu'on doit apprendre à faire? Il faut savoir extraire le sel, soufre et mercure l'un après l'autre. Comment cela se fait-il? Par la seule et complète sublimation. Qu'extrait-on d'abord? On tire d'abord le mercure en forme de fumée blanche. Que vient-il après? L'eau ignée ou le soufre? Que faut-il faire ensuite? Il faut le dissoudre avec le sel purifié, volatilisant d'abord le fixe, et puis fixant le volatile en terre précieuse, laquelle est le véritable vase des philosophes et de toute perfection. Quelle heure est-il quand le philosophe commence son travail? Le point du jour, car il ne doit jamais se relâcher de son activité. Quand se repose-t-il? Lorsque l'œuvre est à sa perfection. Quelle heure est-il à la fin de l'ouvrage? Midi plein, c'est-à-dire l'instant où le soleil est dans sa plus grande force, et le fils de cet astre en sa plus brillante splendeur. Quel est le mot de la magnésie? Vous savez si je puis ou dois-je répondre à la question? Je garde la parole. Donnez-moi des ralliements des philosophes. Commencez, je vous répondrai. Êtes-vous apprentif philosophe? C'est apprenti philosophe, mais les F, c'était des S, vous savez. Mes amis et les sages me connaissent. Quel est l'âge d'un philosophe? Depuis l'instant de ses recherches jusqu'à celui de ses découvertes, il ne vieillit point. Si vous êtes toujours là, moi je dis bravo, 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 bravo. Franchement, bravo. Waouh, c'était du costaud. Mais écoutez, c'est un truc à lire une fois, même si on n'en est pas. Je pense qu'il y a des choses à... Quoi qu'il en soit, ça peut créer des décodages personnels. Pour le chapitre 4e, on aura un intitulé qui sera « L'alchimiste et la religion, la filiation de l'alchimie, et les sociétés initiatiques », avec une petite annotation qui sera Rose-Croix et martinisme. Donc on verra ça la prochaine fois les amis. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt sur Livre Ésotérique Ancien. À bientôt!